Guerrière, déesse, légende et révolutionnaire. On parle bien sûr de Wonder Woman aujourd'hui en direct dans la fan zone. Vous êtes déjà beaucoup à nous avoir rejoints. J'ai vu plein de petits cœurs passer. C'est soit pour Wonder Woman, soit pour nous, soit pour les deux. En tout cas, il y a beaucoup d'amour et ça nous plaît. Merci de nous retrouver. Donc, on parle de Wonder Woman avec l'équipe de choc d'Allociné. Dans l'ordre, Clément, Brigitte, Maximilien qui nous ont rejoints. Et on vous rassure, si vous n'avez pas encore vu le film, bien sûr, qui sort aujourd'hui dans les salles, on va parler de Wonder Woman sans spoiler. Et de faire le point avec vous là parce que ce film porte mine de rien en lui-même 4 potentielles révolutions et on est là pour échanger, en discuter. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, on a vos commentaires sous les yeux, donc si des fois vous voyez nos yeux qui dérivent, c'est pas qu'on regarde un cafard qui passe, c'est qu'on regarde vos commentaires et on n'hésitera pas à vous répondre puisque c'est une émission participative, je le rappelle. Donc Wonder Woman qui sort aujourd'hui dans les salles, film réalisé par Patty Jenkins qui vient de cartonner au box-office américain, voilà, démarrage assez canon avec 100 millions de dollars de recettes. Et la première révolution qu'on pourrait noter, avant de parler du reste, c'est-à-dire que c'est un film porté par une super-héroïne, réalisé par une femme, c'est déjà que c'est un bon film DC Comics. Et ça, c'est une première révolution parce que DC Comics et le DCverse nous avaient pas habitués à ça. Oui, parce que voilà, quand on parle de DC Comics, c'est pas tout ce qui est Dark Knight, tout ce qui est Superman, c'est tout ce qu'ils ont, c'est l'univers qu'ils ont lancé depuis 2013. Donc c'est Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad et donc Wonder Woman. Et oui, en fait, Man of Steel, la fin était un peu pénible. Batman v Superman, il y avait des très belles choses visuellement notamment, mais ils voulaient jouer sur tellement de tableaux qu'on s'y perdait. Et Suicide Squad, on voyait que le film avait été saccagé en post-prod. Là, c'est le film le plus abouti je trouve, du DC Extended Universe, comme il l'appelle. C'est vraiment un film qui marche sur tous les plans. C'est une histoire assez classique, mais solide. L'héroïne est bien, les scènes d'action sont bien. Un petit bémol sur les effets spéciaux, mais bon, après, voilà, ça passe. Et moi, je trouve qu'en fait, le film réussit là où le premier Captain America s'était un peu raté, c'est-à-dire mélanger super-héros et film d'aventure à l'ancienne. Là, en fait, le mélange prend... Il faut rappeler que le film se passe à la fois dans la Grèce antique et dans un monde, un monde de la Grèce antique et sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Ouais, ça se passe à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, on retrouve en fait, on peut faire un parallèle avec Captain America 1, sauf que vraiment, je trouve que le mélange prend du début à la fin et moi, c'est ce qui m'a plu notamment. Voilà, il y a d'autres trucs dont on va parler, mais je suis d'accord, c'est le film le plus réussi du DC Extended Universe. Je me demandais si la bonne surprise, elle venait pas aussi du marketing, parce que les films d'ici, pour moi, je l'associe vraiment à du marketing vraiment bombardé tous les jours, voire toutes les semaines, des extraits, des affiches, et notamment sur Suicide Squad, où finalement, on n'a pas vu le film qu'on attendait. Et pour Wonder Woman, j'ai l'impression qu'on a vu un petit peu moins de... Bon, il y a des bandes annonces et tout ça, mais un peu moins de marketing. Et au final, on n'avait pas d'attente trop forte. Et là, voilà, on a été plutôt... on ne pouvait que se réjouir du résultat au final, j'ai l'impression. Ouais, c'est exactement ça, c'est vrai qu'ils ont moins bastonné. Et surtout, en fait, ils ont failli commettre une énorme erreur. C'est que les bandes annonces jouaient beaucoup sur une scène sur le champ de bataille, une scène qui a failli être coupée au montage. Et Patty Jenkins s'est battue alors que c'est la meilleure scène du film, c'est la scène la plus iconique, c'est en fait celle où vraiment l'héroïne devient Wonder Woman aux yeux du monde. Si tu l'enlèves, déjà visuellement elle est très forte, si tu l'enlèves, ça n'a plus aucun sens. Donc vu qu'on la voyait dans beaucoup de bandes annonces, s'il l'avait coupé, ça nous aurait fait une Suicide Squad, c'est-à-dire nous vendre quelque chose qu'on retrouve pas. Là au moins ça va, le résultat est cohérent par rapport à ce qu'il nous annonçait. On sait justement si Patty Jenkins a... pas eu le final cut, mais si elle est plutôt contente du résultat, ou elle va faire comme David Ayer dans quelques mois et dire c'est pas du tout le film que je voulais faire. Non, je pense qu'elle est contente parce que déjà elle a rempli elle est officiellement lancée sur le 2, elle a déjà évoqué ses idées pour la suite qui se passerait dans le présent et aux États-Unis. Et non, on sent qu'elle s'est battue parce que c'est comme une femme de caractère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle devait réaliser Thor 2 à l'époque et qu'elle s'est barrée parce qu'elle n'était pas d'accord avec ce que Marvel voulait faire du film. Donc ça prouve quand même qu'elle n'est pas là pour se laisser faire. Et non, elle a l'air assez contente. Et après, vu que le film marche, vu que les critiques sont bonnes, je pense que c'est ça aussi. Il y a un cercle vertueux qui s'est enclenché là où David Ayer, lui, s'est fait désosser. Et alors qu'il essayait de faire croire que c'était son film. Donc en fait, la conclusion à tout ça, c'est qu'il faut plus David Ayer et Zack Snyder sur le DC, Universe. Zack Snyder, oui, parce qu'il fait visuellement, c'est un très bon metteur en scène. Il faut juste qu'on lui file un vrai scénariste. Parce que voilà, il sait juste mettre en image et par contre mettre en scène, c'est un peu un gros bourrin. Et le scénario, de ce que j'ai compris, parce que donc pour tout vous dire, en fait, seul Maximilien a vu le film pour l'instant. Exactement. Comme souvent sur les films du DC Universe, il y a
peu, voire pas de projection presse. Et là, on a été averti jeudi soir dernier d'une projection se tenant le vendredi soir au Grand Rex. Donc Maximilien a réussi à bousculer son week-end, mais nous, non. Donc voilà, donc nous irons le voir aujourd'hui, mais Maximilien est le seul à l'avoir vu. La bonne surprise, c'est aussi que, parce que Wonder Woman avait été introduite dans Batman vs Superman, et le risque, c'était de se dire, on a déjà vu le personnage en costume, en action, il n'y a pas grand-chose à raconter sur elle, et l'histoire reste intéressante. Oui, c'est une histoire assez classique en fait. T'as pas vraiment de grosses surprises. C'est vraiment comment Diana devient Wonder Woman et donc devient une héroïne qui pourrait être amenée à sauver le monde pendant la Première Guerre mondiale. C'est vraiment en fait c'est ses premiers pas chez les hommes, avec tout ce que ça comporte de drôle, puisque voilà, elle vient d'un monde de femmes. Elle est complètement dépaysée quand elle arrive à Londres pendant la Première Guerre mondiale. Et voilà, donc c'est ça en fait, c'est ce qu'il raconte est intéressant. On n'est pas ultra surpris, mais le récit est solide et vraiment en fait on se laisse prendre, alors que le film dure 2h20, générique compris. Moi je me suis pas ennuyé une seconde. Quelques questions donc avant de passer aux autres révolutions que porte ce film. Question de Gillian, est-ce qu'elle est immortelle, Wonder Woman? C'est une excellente Vu question. son âge. Non, elle n'est n'est pas immortelle, même si elle a des qualités divines qui font qu'elle pourrait ne pas mourir, mais non, elle peut mourir. Question de Damien, a-t-elle les mêmes pouvoirs que Superman? Non, car elle ne vole pas. Et elle sait enfiler ses vêtements correctement, contrairement à Superman qui met son slip par-dessus son collant. Sauf dans le DC Extended Universe, mais voilà. Et j'ai vu passer une dernière question, y a-t-il une scène post-générique? Non, alors ça aussi c'est l'une des bonnes choses du film. Alors, donc je suis resté jusqu'à la fin du générique pour le voir. Il n'y a pas du tout de scène post-générique, ce qui peut être décevant sur le papier, mais en fait au final ça rentre dans l'entreprise du film, qui est d'être ce qu'on appelle un stand-alone, c'est-à-dire un film qui se suffit à lui-même. Dans le film, c'est pas un spoiler, il y a vaguement une mention de Bruce Wayne parce qu'elle envoie un mail à un moment. Quand ça se passe au présent, évidemment, pas pendant la Première Guerre mondiale. Mais sinon, en fait, c'est pas un film qui est là pour nous dire restez, vous rappelez-vous, dans 2 mois, il y a Justice League, rappelez-vous de Batman il y a 1 an. C'est vraiment, on est là pour apprendre comment Diana est devenue Wonder Woman, et on nous montre exactement ça sans nous dire c'est l'épisode 2 de la saison 1 du DC Extended Universe. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas de scène post-générique, ça participe à ça, et je trouve ça plutôt bien en fait qu'on soit là juste pour le film qu'on est venu voir et pas pour ce qui va venir après. Et aussi un des points positifs pour terminer sur ce film, et c'est aussi, on le doit aussi à une femme, c'est Aline Bonetto, qui est la directrice, la chef décoratrice, et qui est la chef déco de Jean-Pierre Jeunet. Et quand on voit passer les photos et la bande-annonce du film, il y a quand même une touche très jeunesque, ne serait-ce que dans les scènes de tranchées. Oui, c'est exactement. Mais c'est exactement ça en fait, que je savais pas du tout qu'elle était sur le projet, et quand je vois son nom de générique, ça m'a à la fois surpris et en même temps pas trop. Je me suis dit oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce qu'elle fait. Donc voilà, donc grâce à Madame Bonetto, nous avons un très beau film de super-héros, loin du gloubi-boulga numérique qui était Batman versus Superman. Les gens qui aiment ce film ne m'en voudront pas de dire ça. Deuxième révolution sur ce film, enfin un film sur Wonder Woman. Alors que jusque-là, et là je me tourne vers Clément, il y a eu une série télé. Enfin, un comic book à l'origine, 1941, une série télé, puis rien. Avec Linda Carter, ouais. Bah, en fait, c'est pas faute d'avoir essayé, parce qu'ils ont essayé vers 2011, je crois, de refaire une série, mais ça a été tellement affligeant qu'ils ont pas dépassé le stade du pilote. Donc, oui, il y avait eu un épisode et poubelle. En fait, ils ont fait un pilote et il était tellement mauvais qu'ils l'ont même pas diffusé. Donc en fait la série n'a jamais vu le jour. Je sais qu'il y avait aussi dans les années 2000 un projet de long métrage qui est passé de main en main. À un moment il était même dans les mains de Joss Whedon. Pareil, il n'a pas vu le jour. Alors pourquoi, je sais pas. Mais voilà, il a fallu attendre 70 ans d'existence pour qu'on voit enfin Wonder Woman au cinéma dans un long métrage à son nom, puisqu'elle était dans Batman vs Superman. Et à la fois on est content, et en même temps c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi il a fallu attendre autant de temps, parce que il y a des personnages plus secondaires des comic books qui ont eu leur long métrage, et elle qui est quand même iconique, qui est quand même un membre fondateur de la Justice League, ne l'avait pas eu. Donc voilà, grâce à Patty Jenkins, maintenant on a pu avoir le film. Question bêtement cliché, toi en tant que spectatrice, est-ce que c'est quelque chose que tu attendais de voir un film de super-héroïne, mais avec une super-héroïne qui n'est pas un faire-valoir des hommes? Ah ouais, oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on m'a pas souvent vu dans Fanzone, c'est que moi j'ai un peu de mal à être attirée par les films de super-héros. Et la raison majeure, je pense que c'est quand j'étais ado, que j'aurais pu être attirée par ce genre de film, il y en avait pas. Ou sinon c'était Barb Wire, qui était juste un prétexte à montrer Pamela Anderson en tenue moulante. Et voilà, donc j'ai des souvenirs vagues de Wonder Woman qui passait à la télé, et ça me semblait plutôt sympathique. Ça faisait pas, il y avait un
côté comique, j'ai l'impression. C'était c'était super-héros, mais peut-être plus grand public que des films de super, enfin comment dire, dirigés vers un public plus large que les films de super-héros qui sortent aujourd'hui. Et voilà, je me faisais la remarque en cogitant à cette émission, c'est de me dire pourquoi je suis pas plus attirée que ça par les films de super-héros. Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de super-héroïnes dans les années 80-90. Et maintenant, j'ai peur que ce soit l'excès inverse. C'est que s'il y a un ou deux films de super-héroïnes qui fonctionnent, qu'il y en ait trop et qu'il y ait une sorte de lassitude. Donc j'ai l'impression que c'est rien ou tout. Et voilà, donc ouais, c'est bien. Enfin, et surtout réalisé par une femme. En l'occurrence, la réalisatrice de Monster, qui était vraiment un super film. Donc voilà, moi effectivement, j'ai pas encore vu le film, mais sur le papier, ça me fait vraiment envie de enfin voir une super héroïne réalisée par une femme. Et sachant qu'en plus c'est un film qui s'intéresse à la genèse de l'héroïne, ça permet de si on n'y connaît pas grand chose, de découvrir qui elle est et de s'intéresser à ses origines. Ouais. Alors justement, ce que tu disais notamment sur toi, ta vision du genre et notamment étant ado, c'est assez intéressant. Comment on explique tous ces ratages si on remonte à il y a eu très peu de films de super-héroïnes. Il y en a eu 5 en fait, donc avec des super-héroïnes en ce qu'on appelle en lead, en personnage principal. Il y a eu Supergirl qui était quand même très mauvais. Je l'avais vu au cinéma, je me rappelle. Ça doit être un de mes premiers films au cinéma. C'était vraiment de la merde. Il y avait eu Tank Girl qui est pas très connu. Il y avait eu donc Barb Wire qui était une purge. Il y a eu Catwoman et qui était une purge aussi. Et le dernier en date, c'était Elektra qui était une énorme purge. Et donc le dernier film avec une super héroïne en lead, ça date de 12 ans. Et comment on explique tout, enfin ces 5 tentatives, 5 ratages? C'est parce qu'en fait, toujours un problème de scénario, on met pas la bonne histoire. Je pense qu'il y a un peu ce problème-là en fait. Je crois que c'est Lexi Alexander, donc la réalisatrice du Punisher 2, qui n'est même pas sorti en salle tellement c'était bon. Enfin, pas sorti en France tellement c'était bon. En fait, elle a dit qu'elle avait morflé, c'est qu'elle a vu que les studios n'y croyaient pas. Et en fait, ils lui ont fait faire un travail en fait dans lequel ils croyaient pas. Et je pense que c'est pareil quand c'était avec une super héroïne. Ils étaient moyennement convaincus que ça puisse être Tiana. On en revient toujours à ce cliché en vogue à Hollywood, c'est-à-dire c'est l'homme, le héros et la femme est là comme faire valoir. Donc du coup, si tu changes et que tu la mets en lead, on sent que les studios ils le font pour de mauvaises raisons et pour attirer un public exclusivement féminin, mais que voilà ils y mettent pas non plus les moyens. Et c'est un peu moi que je parlais des effets spéciaux tout à l'heure sur Wonder Woman. Je pense que ça vient du fait que le budget c'est 150 millions de dollars, ce qui paraît énorme dit comme ça, mais en fait pour un blockbuster aujourd'hui, un blockbuster de super-héros, c'est pas énorme. Et je me demande s'il n'y a pas eu, soit c'est parce que Batman a coûté très très cher et qu'ils voulaient éviter de déconner pour pas être déçus par le résultat, soit parce qu'ils n'étaient pas très sûrs de ce que ça allait donner, qu'ils n'ont pas voulu trop dépenser là-dessus. Et voilà, ça prouve encore que même aujourd'hui, avec une héroïne comme Wonder Woman, qui a énormément de fans dans le monde, il suffisait de voir au Grand Rex l'autre jour le nombre de spectatrices, je pense que c'était beaucoup plus marqué que d'habitude. Voilà, on sent qu'ils avaient du mal à y croire et j'espère que le succès du film va faire changer quelque chose. Et pourquoi, je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question, mais pourquoi on pardonne plus facilement un échec à un réalisateur masculin, c'est-à-dire sur les films de super-héros? Il y en a eu des ratages aussi justement chez les hommes. Il y a eu Suicide Squad, on en parlait, Batman versus Superman. Les Hulk, pareil. Voilà, les Hulk. Ouais. Et en fait, par contre, les hommes, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est une femme réalisatrice, on fait ça c'est pas donc on en fera plus. Je pense que c'est parce que déjà il y a très peu de cas qui se présentent et en fait déjà s'il n'y a pas la confiance au début et qu'ensuite ça échoue, ça donne plus entre guillemets raison, enfin en tout cas moi je suis pas d'accord avec eux, mais ça leur donne raison dans leur avis au studio de se dire on voulait pas le donner à une femme et en plus ça se plante, donc c'est la preuve et c'est débile parce qu'il y a autant de blockbusters réussis par les hommes que ratés. Et effectivement, pour qu'un réalisateur homme soit blacklisté, à part si vraiment il détruit le film, on voit David Ayer. D'ailleurs, Suicide Squad se plante et pourtant il va faire Gotham City Sirens, qui est un autre film DC Comics et qui va mettre en scène d'ailleurs que des personnages féminins. Donc le projet est assez intéressant, mais on se dit pourquoi l'avoir repris lui et pas avoir repris quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Et à l'inverse, si Patty Jenkins n'avait pas réussi le challenge Wonder Woman, soit il n'y aurait pas eu de Wonder Woman 2, ou soit elle était blacklistée à vie de tous les studios Warner et les studios de blockbuster. Donc c'est assez injuste, ouais, mais grâce à Patty Jenkins, ça a peut-être donné confiance aux studios de faire la même chose et de le faire mieux, c'est-à-dire de ne pas le faire pour le marketing.
on en parlait tout à l'heure, mais c'est que voilà, de confier n'importe quel projet à une femme sans se dire tiens, ça fera bien pour le public, c'est un film sur une femme, donc il faut une femme, et voilà, donc j'espère que grâce à Patty Jenkins, ça va ouvrir la voie à ça, et en plus en ce moment pour les réalisatrices il y a de belles choses, parce que Sofia Coppola qui remporte le prix de la mise en scène à Cannes, c'est pas arrivé depuis plusieurs décennies, c'est la deuxième dans l'histoire, donc bravo aux femmes réalisatrices, on va en voir d'autres, quoi. Ouais, la prochaine étape, c'est de confier un film de super-héros non centré sur une femme. Batman à une femme, en fait. Voilà, Exactement. ouais. Ouais. Ce serait non, mais ça pourrait proposer peut-être un point de vue un peu différent, et puis ou bien ça se trouve on va se rendre compte que voilà, le résultat est le même ou voire beaucoup mieux. Enfin là on reste encore un peu dans le schéma. Ah bon, c'est une super héroïne, donc il faut que ça soit une femme. Mais voilà, la vraie révolution, ça sera quand Batman sera réalisé par Patty Jenkins. Ouais, alors qu'à l'inverse, en fait, il y a des réalisateurs qui font des très beaux portraits de femmes. Je pense à Todd Haynes, qui est pas du tout un réalisateur fanzone, mais quand on voit Carol, c'est un très beau portrait de femme. Le mec est un homme. Donc voilà, il pourrait lui aussi réaliser un Wonder Woman quand Patty Jenkins irait faire Batman ou Flash. En fait, c'est ça en fait. Et puis peut-être aussi faire confiance aux femmes, mais pas forcément les plus confirmées, parce qu'en fait c'est toujours le même schéma, c'est que quand on dit on recherche une réalisatrice, on voit un peu les mêmes noms qui ressortent, mais quand on voit les frères Russo, quand ils réalisent Captain America, le soldat de l'hiver, on les connaît pas, les mecs. Je veux dire, ils n'ont pas accompli un... Pareil, Ryan Johnson qui fait Star Wars 8, moi j'aime beaucoup Looper, mais on peut pas dire que c'est un blockbuster. Il a pas forcément montré qu'il pouvait le faire. En l'occurrence, il a l'air bien parti pour réussir, mais on verra jamais ça pour une femme. On va toujours attendre qu'elle fasse des années d'expérience et qu'elle soit vraiment ancrée dans la production pour qu'on lui dise bon bah allez, elle l'a mérité. Mais peut-être qu'il y a des jeunes réalisatrices plus débutantes, plus indépendantes, et peut-être qu'il faudrait s'ouvrir aussi à ces profils-là. Et une remarque de Frédéric qu'on salue qui nous dit les femmes réalisatrices sont rarement connues comme fans de super-héros et on confie souvent des films à des personnes qui aiment le sujet, des gens un peu geeks. Alors certes oui, mais il y a aussi quand même aussi le réveil des geekettes. Finalement, le succès de ce film et même d'autres, je crois on a un très bon papier qu'on a mis en ligne hier soir, signé Raphaël Romoro, que je salue, voilà, qui a fait un très bon papier sur voilà, le Wonder Woman et qui a retrouvé notamment cette stat que 44%, donc quasiment la moitié des spectateurs des Gardiens de la Galaxie numéro 2, ce sont des femmes. Et quand on va au Comic-Con, voilà, on le couvre chaque année le Comic-Con, il y a presque plus de geekettes que de geeks. Et donc voilà, il y a aussi, mine de rien, un truc un peu sociétal de réveil des geekettes qui assument de ne pas regarder Barbie et de regarder des films de super-héros. Ouais, il y a clairement un marché à conquérir. Enfin, ouais, effectivement, moi je ne vais pas trop au Comic-Con et tout ça, mais les images que je vois, effectivement, on dit maintenant geek chic. C'est chic d'être geek, et c'est vrai, il y a beaucoup de geekettes. Et voilà, avant c'était un peu, le mec qu'on imaginait tout seul dans sa chambre et tout ça. Et là, il y a vraiment un truc à. Il y a une femme avec lui. Il est seul dans sa voilà, chambre. c'est ça. Et il chope, le geek shop. Non. Ça dégénère. Mais pardon pour les clichés, je vais me prendre des commentaires, désolé. Mais mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement maintenant, il y a les geeks sont hyper à la mode et les geekettes aussi. Et il y a pour tous les goûts. Ouais. Et alors, dans un peu toute cette évolution, est-ce qu'on peut dire aussi un peu merci à des personnages emblématiques comme Rey dans Star Wars, Katniss dans Hunger Games, il y a eu aussi la saga Divergente. Jyn Erso aussi. Voilà, Jyn Erso, il y a eu Lucie, Lucie Besson, de se dire, en fait, elles ont un peu montré, il y a eu Hélène Ripley à l'époque de Alien, puis après, il y a eu Nikita peu de... aussi. Voilà, il y a eu, on va dire, au 80-90. Après, il y a eu un creux, et là, il y a un peu un renouveau des héroïnes capables de porter des films, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que alors, c'est peut-être schématique, mais j'ai l'impression que Wonder Woman en fait a pu voir le jour grâce à Lucie de Luc Besson, ce qui était parce que voilà, ça a été un tel succès en France et dans le monde. Pas que grâce à Scarlett Johansson, je pense vraiment il y a un tout. Je pense que c'était l'héroïne en elle-même en fait qui a généré ce succès. Et plein de gens se sont dit bah ouais, en fait finalement on peut faire des films d'action science-fiction portés par des femmes qui soient pas des direct to DVD ou des trucs complètement foireux qu'on va sortir en douce, non, des vrais gros films portés par des femmes. Star Wars aussi, même si Star Wars comme c'est tout un univers aussi et qu'il y a aussi des méchants masculins, je pense que c'est pas uniquement grâce à Rey, mais le fait que ce soit elle l'héroïne de la saga, je pense que c'est vraiment l'emblème
de cette nouvelle évolution. Moi, je pense qu'il y a aussi eu l'influence de la télévision indirectement, parce qu'en fait, si on regarde bien, il y a eu beaucoup de séries avant-gardistes à ce niveau-là, et je pense notamment à Buffy, je pense à Xena, je pense beaucoup à Xena quand je vois Wonder Woman. Même Wonder Woman. Ouais, voilà, exactement. Wonder Woman. Et aussi, il y a eu Alias. Et en Ouais. plus, ce qui est drôle, c'est que Joss Whedon et J.J. Abrams, donc les créateurs de Buffy et Alias, sont ensuite ceux qui ont un peu mis en valeur l'image de la femme au cinéma. Et justement, on parlait de Rey, J.J. Abrams, c'est pas surprenant en fait. Et donc, je pense que c'est à la télévision, il y a peut-être eu plus de confiance et ça a payé parce que c'est des personnages iconiques et qui n'ont pas plus qu'un public féminin. Et d'ailleurs, c'était pas des séries qui étaient adressées uniquement aux femmes. Et je pense que ça, c'est l'erreur qu'ont fait les précédents blockbusters sur des super-héroïnes. C'était de faire soit que pour les femmes, ou soit d'avoir un point de vue trop masculin et donc sexualisé. Et je pense notamment à Barb Wire, où là, clairement, on voit clairement c'était un produit marketing, c'est-à-dire on jouait sur la plastique de Pamela Anderson, et du coup, voilà, ça ne marchait pas. Et là, grâce à ces auteurs de séries, qui ensuite sont allés vers le cinéma, ça a montré la voie. Il y a aussi Luc Besson, qui, grâce au 5e élément, Nikita avait fait ça aussi, lui, pour le coup, au cinéma. Et donc, c'est un découlement logique. Et d'ailleurs, on voit aussi dans les séries de super-héros qu'il y a beaucoup plus de super-héroïnes. Il y a Supergirl, Legends of Tomorrow, qui est menée par une femme. Maintenant, Jessica Jones. Donc, voilà, c'est aussi intéressant de voir que la télévision a influencé le cinéma à ce niveau-là, je trouve. Mais c'est même marrant parce que justement, tu parlais de Supergirl et de Jessica Jones. On a l'impression que Marvel et DC voulaient quand même tenter par la télé, qui est encore considérée malheureusement comme le parent pauvre du cinéma, se dire voyons si ça marche. Et même ils avaient fait une grosse erreur, je trouve, dans Supergirl au début, c'est qu'ils ont voulu faire une série de super-héros pour les filles. Sachant qu'elle était beaucoup plus regardée par les mecs, donc ils s'en sont rendus compte, ils ont changé leur fusil d'épaule en même temps qu'ils ont changé de chaîne. Mais tu vois, ça rejoint exactement ce que tu disais. En fait, c'est cette idée de c'est une fille, donc faut faire une série pour les filles. Non, en fait, tu fais une série comme tu fais pour Flash, tu fais comme tu fais pour Arrow, et puis voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Après, si c'est mal écrit, oui, mais je trouve ça con en fait de rester sur ce côté. Alors si c'est une fille, ce sera forcément pour les filles. Si c'est un mec, ce sera forcément pour les mecs. C'est un peu débile. Ce que Star Wars a parfaitement réussi. Exactement. Puisque tous les fans de Jedi de notre génération qui avaient des figurines Luke Skywalker, ça les dérange pas du tout d'aimer une Jediette. Donc voilà, donc au contraire. Dernier petit point sur cette évolution ou révolution qui est en marche. Elle a quand même un peu ses limites, puisque tu le disais tout à l'heure. Le risque, c'est de tomber dans tiens, c'est un film avec une femme, donc en fait, on va le confier à une femme. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer du côté de chez Marvel, du côté de chez Disney. Et c'est un peu la limite de l'évolution, donc on retombe dans une autre sorte de sexisme. C'est-à-dire que les femmes ont plus de gros projets, mais ça reste des projets féminins. C'est ça, c'est qu'en l'occurrence, Mulan, l'adaptation live, c'est une femme. Captain Marvel, à l'origine, il cherchait une femme, finalement ce sera un duo mixte. Là, Wonder Woman, c'est une femme. Par contre, pour tout ce qui est Cyborg, Black Panther, The Flash et tous ces films à venir, pour l'instant on ne parle pas de femmes et il n'est pas question pour l'instant qu'une femme réalise. Même Patty Jenkins, finalement, qu'elle rempile vers Wonder Woman 2, c'est logique, mais je suis presque déçu qu'elle n'ait pas finalement fait Flash, où ils ont quand même besoin d'un réal et ils ne trouvent pas, et peut-être parce que justement ils cherchent des profils expérimentés masculins et en fait peut-être qu'ils ne regardent pas assez dans la logique. Et du coup, en fait, c'est très bien, mais c'est pas assez, en fait. C'est que là, Patty Jenkins a ouvert la voie, mais maintenant, il faut que les meilleurs réals soient au meilleur film, et non pas qu'on se dise, il faut que, je sais pas, par exemple, si maintenant on aura un super-héros asiatique, est-ce que du coup on va devoir recruter James Wan, ou est-ce qu'on va devoir aller dans ces clichés-là? C'est un peu ce qui s'est passé sur Black Panther. C'est exactement ce qui s'est passé aussi, et à la fois c'est bien, mais moi je trouve que le meilleur exemple c'est Fast and Furious 8, où c'est un réalisateur afro-américain, et au final ça a rapporté plus d'1 milliard, et on s'est pas dit tiens, il faut que ce soit tel profil de réalisateur. On s'est dit c'est un bon réalisateur, on l'embauche, et ils n'ont pas du tout joué là-dessus, et ça a marché en fait. Donc je pense qu'il faut se servir de ces exemples-là. Là, je vais pas dire que c'est mauvais que Patty Jenkins réalise Wonder Woman, c'est une très bonne chose, mais pour moi c'est pas suffisant, c'est pas encore l'égalité telle qu'on la veut. Mais après, justement, va y avoir l'inverse, il va y avoir Joss Whedon sur Batgirl, notamment, une fois qu'il aura fini de retoucher, de faire la post-prod de Justice League. Et après, peut-être que le succès de Wonder Woman, déjà, en plus, ça pourra permettre peut-être à Patty Jenkins de faire ce que Sam Raimi ou Nolan avait fait avec Spider-Man et Batman, c'est-à-dire de faire sa propre trilogie, un truc assez cohérent. Mais je me dis, avec un peu de chance, en fait, on va revenir vers ce serpent de mer qui est une réalisatrice pour Star Wars, on ne sait pas lequel, parce que c'est ce que Kathleen Kennedy annonce depuis des années. En même temps, on a l'impression qu'elle n'est pas très sûre d'elle-même.
J'espère que avec Wonder Woman, elle va se dire bon bah finalement on peut tenter et ça se trouve ce sera et j'espère par contre ce sera pas un Star Wars un spin-off sur une femme, ce sera par exemple s'il y a le spin-off sur Obi-Wan que ce soit une femme qui le fasse ou sur Boba Fett ou je sais pas C'est quoi. un Star Wars à Catherine Bigelow et ça défonce. Mais oui, tout, mais bien voilà. sûr tellement. Mais un film d'action sur Boba Fett, ce serait tellement bien. Et le problème, c'est que c'est toujours elle qu'on cite quand ils font un truc. C'est que dès qu'il faut une présidente à Cannes, c'est elle ou bon bah Jane Campion, c'est déjà passé. Et dès qu'il y a un blockbuster, on cite qu'elle. Et c'est dommage, c'est qu'elle peut pas tout faire. Et d'ailleurs, en ce moment, elle est déjà occupée. Elle a ses propres films. Donc, trouvons des Catherine Bigelow bis. Et voilà, et ce sera super, quoi. Et comme ça, Brigitte ira voir des films de super. Oui, ouais. Et je viendrai Star plus Wars. souvent dans Fanzone. Et tu viendras plus souvent nous voir. Un petit point très rapidement avant de passer à vos questions. Donc n'hésitez pas à commencer à compiler vos questions. Qu'on fasse un point sur le DC Universe, voir où on en est, puisque donc Wonder Woman vient de sortir. Juste après, il y aura la Justice League. Donc l'info sur la Justice League, c'est que Zack Snyder ne travaille plus sur le film pour des raisons personnelles. Ouais. Voilà, oui, c'est ça. Donc en fait, il a dû. C'était un lancement. Voilà, merci. Il a dû se mettre en retrait du projet, donc comme je disais pour des raisons personnelles. Et c'est Joss Whedon qui s'occupe des reshoots qui ont lieu en ce moment et de la post-production. Donc ce qui est assez drôle, c'est qu'il y avait donc cette rumeur en disant il est en négociation pour réaliser Batgirl, pour l'écrire, pour le produire également. Je pense que c'est confirmé pour Batgirl, puisque là, il s'attaque directement à Justice League. Donc, au moins, ce qui est rassurant, parce qu'on se dit d'un côté, Zack Snyder, en fait, doit se mettre en retrait. C'est un peu embêtant, parce qu'il a porté le projet comme un bout de bras pendant des années. Mais Joss Whedon, quand on a vu ce qu'il avait fait sur Avengers, on se dit que le projet est quand même entre de bonnes mains. Il sait gérer ce genre de projet XXL avec plusieurs super-héros réunis sur un même écran. Après, il y aura Aquaman. Ouais. Donc ça, c'est en tournage. C'est en tournage, c'est pour l'année prochaine, je Décembre, crois. Ouais, c'est James Wan qui réalise, donc un réel assez expérimenté, notamment avec Fast and Furious 7. On a déjà envie de voir Jason Momoa. Pour moi, il est limite déjà culte en fait dans le DC Universe. On l'a pas encore vu, mais on sent que dans Justice League, ça va être un peu la vraie star en fait. Ah, ça va être le gros bourrin de service, ouais. Bah, Je pense qu'il va être drôle. Je pense que là, il va enfin percer parce qu'en fait, depuis Game of Thrones, on a envie qu'il se devienne une star. Avec Conan, ça n'avait pas pris. Voilà, je pense que là, il a enfin trouvé le rôle à sa mesure. Donc voilà, je pense que ça va bien cartonner Aquaman. Ensuite, il y aura, on en parlait tout à l'heure, Flash, mais qui connaît beaucoup de problèmes puisque beaucoup de départs, un réalisateur tous les 2 jours à peu près. Aux dernières nouvelles, ils n'ont pas de réal. Le scénario est entièrement réécrit. Donc, apparemment, ils sont arrivés à une version qui est très bien, qui a vraiment convaincu les producteurs. Et du coup, maintenant, en fait, c'est sur cette base-là qu'ils vont rechercher un réalisateur. Mais ils visent quand même très haut, parce qu'ils visent Robert Zemeckis et Matthew Vaughn. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais fait de film de super-héros et qui en interview nous avait confié qu'il avait refusé des films de super-héros. Et quelqu'un qui n'aime pas faire des suites, sauf si c'est ses propres films. Donc ça va être un peu compliqué. Après, Zemeckis, ce qui serait intéressant, c'est que étant donné qu'il a fait Retour vers le futur, Flash, on sait qu'il peut voyager dans le temps. Est-ce que c'est pas un indice déjà sur le scénario ? Enfin, moi perso, j'ai ma réponse, puisque dans Batman vs Superman, il voyage dans le temps. Donc voilà, mais en tout cas, oui, ils ont de l'ambition. Pourquoi pas, mais on a envie un peu d'être rassuré avec ce film parce que à un moment c'était imminent, il devait être tourné cette année et bah là. Il va sortir l'année prochaine et pourtant c'est un super-héros génial que moi j'adore, donc j'aimerais bien que voilà, comme Wonder Woman, en fait son premier film sur grand écran ce soit pas un foirage. Exactement. On a une question de Michael qu'on salue, qui est un fidèle. Michael, je t'ai reconnu. Comment ça se fait que Joss Whedon soit passé de Marvel à DC ? Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Enfin, on sait qu'il avait pas super aimé l'expérience Marvel à la fin d'Avengers numéro 2, il était parti un peu fâché. Avengers 2, ça s'est moyennement passé parce qu'il y a eu beaucoup plus, je pense, d'intervention du studio dans son montage et dans son tournage. Donc il est parti, mais pas non plus hyper fâché, mais en même temps un petit peu saoulé. Ouais, il était lessivé, ce qu'il disait. Ouais. C'est ça, en fait, en même temps, il a enchaîné les 2 Avengers, donc je pense qu'il a pas eu beaucoup de vacances. Et en plus, il avait tourné un petit film qui s'appelait Beaucoup de bruit pour rien, adapté de Shakespeare. Donc, je pense qu'il était un peu fatigué, un peu cramé. Non, mais en même temps, il y a beaucoup d'acteurs qui font la même chose. Donc, pourquoi pas si Marvel ne lui propose rien, que DC lui propose Batgirl. Voilà, hein, c'est peut-être que justement ils ont joué sur son départ de Marvel en disant non mais là t'auras les mains libres, ce sera ton projet, parce qu'en plus il doit l'écrire, le réaliser et le produire. Donc normalement si quelqu'un va l'embêter c'est lui, donc ce serait un peu bizarre. Si tu recrutes Joss Whedon, autant lui donner les pleins pouvoirs. Le mec, ça sert à rien. Sinon autant prendre un yes man et voilà. Hein. Et Julien nous dit que c'est pas bien de dire versus, c'est Batman v Superman. C'est vrai. Tu t'es fait allumer, mon gars. Et c'est plus facile à prononcer en plus. Ça fait bizarre, Batman v Superman. Parmi les autres projets, on en parlait rapidement tout à l'heure, donc Gotham City Sirens qui confrontera donc
Poison Ivy, Harley Quinn et Catwoman au minimum, voire peut-être après d'autres super-héroïnes. Bah, sûrement Batgirl, on Peut-être imagine. Killer Frost aussi. Voilà, il y a Nicolas nous demandait qu'est-ce qu'on attend de ce projet. Donc alors là, c'est vraiment un projet pour Brigitte, que des super-héroïnes. Ouais, c'est peut-être et en trop, plus badass. Ah ouais, C'est pour toi. bah, non, je demande à voir, mais non, j'avoue que moi j'ai pas plus d'infos sur le. C'est réalisé par David Ayer, c'est ça, c'est le, ouais. Mais ouais, pourquoi pas. Mais voilà, là c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que maintenant le truc c'est que il va y avoir trop de super héroïnes d'un coup, je sais pas, mais et j'espère qu'ils vont soigner le scénario, que ça fera pas comme. Ah bah là, ce coup-ci, c'est- comme ça fait longtemps qu'ils en parlent, parce qu'autant Suicide Squad, au début, ils se sont vantés de l'avoir écrit en 3 semaines. Après, ils se sont quand même dit qu'ils C'est auraient un pas peu dû le vu, dire. hein. Là, ils ont quand même le temps de l'écrire, parce que ça fait quasiment, je sais pas, c'est depuis quasiment, non. Suicide Squad est sorti il y a 1 an à peu près. Ouais, ça fait 6 mois qu'ils travaillent dessus. Donc... Non, mais ce qu'on attend, c'est aussi Jessica Chastain ou Jane Levy en Poison Ivy, hein, parce que Ouais. franchement, Jessica Chastain en plus a l'air de faire un appel du pied en disant ça m'intéresse. Ah oui, oui. C'est Bah, une bonne c'est- actrice, en plus, ça serait bien pour le rôle, donc ouais, autant Moi, jouer j'aimerais là-dessus. beaucoup que Anna Thaouer reprenne le rôle de Catwoman parce que je l'avais trouvé super. Il y a Harley Quinn, c'est ça Ouais. dedans, ouais. Ouais. Bah c'est intéressant aussi parce que dans Suicide Squad, on avait envie de la voir davantage et donc ouais, Le c'est. seul personnage qu'on avait envie de revoir de Suicide Ah non, Squad, Captain en gros. Boomerang, Et moi. Captain Ouais, Boomerang. On ouais. voudrait un film sur Captain Boomerang et c'est c'est vrai. Et dernier projet sur la liste du DCverse, il y a donc le film The Batman dont on avait beaucoup parlé Ouais. dans Fanzone, qui maintenant est à peu près officiellement lancé avec donc le réalisateur de La Planète des Singes. Voilà, on n'en sait pas plus pour le moment. Et Non, je pense qu'une fois qu'il aura fini la promo de la planète des Voilà, c'est singes, ça. il va se lancer dessus, il va commencer à en parler. Et puis il y a Black Adam, qui est pas très connu en France, qui est un super méchant porté par Dwayne Johnson. Ce qui est plutôt étonnant de venir dans le monde des super-héros en disant je veux faire un méchant. Oui, bah en plus, il avait teasé sur le projet pendant 1000 ans. En fait, on pensait tous que c'était lui qui allait jouer Shazam. Et finalement, c'est le méchant. Et Warner a l'air d'y croire un petit peu parce qu'en fait, ils vont faire un film sur Shazam, donc le héros, et un film sur le méchant, ce qui est quand même assez rare. Généralement, tu commences par le super-héros et tu fais revenir le méchant en 2-3 films. Là, il me parle même maintenant de le mettre en méchant de Man of Steel 2 avec Henry Cavill. Donc c'est après ils savent aussi que Dwayne Johnson dans un film c'est comme une valeur sûre C'est en ça, termes de ouais. box-office. C'est que limite, en fait, le problème, c'est que ils vont pas attendre le film. En fait, il est tellement connu qu'ils veulent banquer tout de suite dessus. Donc, je pense qu'il va être introduit assez vite. Après, pourquoi pas, mais bon, à voir. Mais là, peut-être on en parle un peu trop en amont et peut-être qu'on fait un peu les choses dans le désordre là. Je pense. Très bien. Alors, Voilà. je notais. Et t'as oublié Cyborg. Oui, non, mais Cyborg, on s'en fout. Non, mais C'est par contre, c'est- Green c'est Lantern intéressant, aussi. un film sur Cyborg. Bah, tout va dépendre Non, mais de il est s'il pas- est bien dans il est pas- Justice League. il est pas intéressant dans Non, les mais il y a dessins Green animés. Lantern, pourquoi pas Voilà, ça... Green Lantern, voilà, le reboot de Green Lantern. Voilà, Et qui puis, n'a pas d'acteur. j'ai mais- j'ai vu passer la remarque sur Suicide Squad, Bah qui oui. est, Suicide Ah bah Squad oui. 2 qui est sur les rails. Avec peut-être Mel Gibson à la réal. Ouais. Et tournage en 2018, donc là on va retrouver Captain Boomerang. Voilà, Puisqu'on en parlait tout à l'heure. Il reviendra. Et ce que disait Joel Kinnaman, c'était hier, je Ouais, crois, ouais, dans une interview, il aimerait voir la Suicide Squad confrontée aux gens du réel et plus un film un peu fantasmagorique avec une Bah oui. prêtresse vaudou Ouais, foireuse. ce serait une bonne idée ça. Et pour le coup, ça pourrait être marrant de voir un peu des cas sociaux confrontés aux vrais gens. C'est à la limite, Ah oui, c'est oui. peut-être ça qu'on attendait plus dans Suicide Squad que voir Cara Delevingne Bah, jouer les. Bah, carrément, ouais. Bah, c'est ce qui présentait dans la première bande-annonce en plus. C'était juste des fous furieux lâchés dans le monde réel. Donc Oui, c'est c'est ça. un peu Si dommage. vous voulez voir la folie face à Gotham City ou je sais pas quoi, là, voir une espèce de sorcière pourrie. Qui danse bizarrement là. Mais par contre, est-ce qu'elle sera pas dans Gotham City Sirens? Ça, j'ai un peu peur, moi, mais bon. Non, ils vont peut-être pas fait les mêmes erreurs 2 fois. Il est temps de passer à vos questions. Alors n'hésitez pas à arroser nos questions. On va tenter de répondre en rafale à tout ce qu'on peut. Alors voilà, il y a toujours la première question qui a un petit peu du mal à arriver, le temps que vous écriviez. Donc je vous rappelle sinon que Wonder Woman sort aujourd'hui dans les salles et que Wonder Woman 2 a été officialisé dans la foulée parce qu'un démarrage à $100 millions, c'est pas mal. Et toujours réalisé par Patty Jenkins et ça... On va dire délocalisé, ça délocalisera Wonder Woman aux États-Unis, c'est-à-dire dans son pays d'origine. Ouais, parce qu'elle est Amazon. en fait c'est ce que Patty Jenkins a dit. En fait, elle dit c'est Wonder Woman, donc il faut qu'elle aille aux États-Unis un moment et ce sera pour l'épisode 2. Et en vrai, pour rebondir sur ce que tu disais, en plus, donc le film a fait $103 millions aux États-Unis, ce qui paraît pas énorme aujourd'hui, mais en fait c'est le plus gros démarrage pour un film réalisé par une femme. Ce qui est un peu étonnant, ça prouve vraiment qu'ils se sont pas foulés pour leur donner des gros budgets, des gros projets avant. Il est temps, et on en parlait tout à l'heure. Alors ça y est, les premières questions arrivent. J'ai essayé de prendre dans l'ordre, je remonte le fil. Voilà, la série Judge Dredd, avez-vous des infos? Bah, non, parce qu'elle est en développement depuis peu, donc pour l'instant, les choses doivent suivre leur cours. On espère que ça va se faire, parce que on espère non seulement que ça va se faire, et que ce sera avec Karl Urban, avec un petit caméo de Stallone, et voilà, mais pour l'instant, voilà, ça suit son cours, mais... Le film avec Karl Urban était pas mal. Hein. Bah oui, c'est ça, C'était donc... plutôt efficace.
Vu que la suite ne verra pas le jour en film, bah, pourra pas la faire en série en fait. Alors, Johan qui nous demande des nouvelles de Star Trek. Alors, Ah, on c'est a pour demandé, toi, il y a Sophia Boutella Oui. en live la semaine dernière. On a et essayé. elle nous a dit qu'elle était au courant de rien. Bah non, parce qu'aux dernières nouvelles, le scénario du 4 était en cours d'écriture, et finalement Zachary Quinto a laissé entendre qu'on savait pas si ça allait vraiment voir le jour, donc bon, on n'est pas trop rassuré. Heureusement, il y a la série, par contre, Discovery, qui elle arrive vers la rentrée, donc ce sera sur Netflix en US 24. On a eu la première bande-annonce. Johan n'a pas aimé, mais Un peu de chipouille. oui, mais c'est pas grave, c'est ça Star Trek. Mais bon, on attend d'en voir plus, mais en tout cas, au moins il y aura la série qui arrive. Des news de Captain Marvel, on en parlait tout à l'heure. Captain Marvel qui sera réalisé par un tandem. Ren Fleck et Anna Boden qui viennent vraiment du cinéma indé. Ils avaient réalisé notamment un film qui est très bien, qui s'appelle Half Nelson avec Ryan Gosling, qui lui avait valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur en 2007. C'est un film auquel il joue un prof qui est camé. C'est un très très bon film. Si jamais vous voulez vraiment voir ce qu'ils ont fait avant Captain Marvel, je vous conseille ce film qui s'appelle Half Nelson. Que pensez-vous de Ares dans Wonder Woman? Question de Nicolas, sans spoiler. Ça va être un petit peu difficile, sachant que voilà, si vous avez suivi les news, vous vous êtes fait spoiler. Et voilà, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. En fait, là où la promo était intéressante, justement, ça rejoint ce que disait Brigitte, c'est qu'au moins ils ont pas dévoilé le personnage de Ares dans les bandes annonces. C'est même que pendant le film, tu te dis est-ce qu'il va vraiment apparaître ou est-ce que ça va être pour lancer la suite. Et donc voilà, je peux pas trop me prononcer là-dessus, mais je le trouve pas mal. Question de Julien, est-ce qu'un second Valérian est tout de même signé malgré tout? Alors c'est plutôt moi qui suis l'affaire Valérian. Pour le moment, pas d'infos. On sait qu'il faut déjà sortir le premier film. Et Luc Besson est jamais de façon trop friand des suites, à part en tant que producteur. Ouais. Et à part pour sa trilogie Arthur. Mais sinon, globalement, il fait plutôt à chaque fois des one-shots. Donc voilà, je ne sais pas si en cas de succès, il a envie de rempiler pour continuer à explorer l'univers. Mais l'univers a l'air assez dingue en tout cas. Après, il Donc, devait faire Lucie 2, non aussi. voilà, il y avait, oui, il y avait une le projet rumeur, de faire Lucie 2. Ouais. Donc, Pas où ça en est. Ouais. Lucie 2, il l'avait annoncé après le succès du 1. Donc Oui, tu vois, c'est c'est ça. ça, il l'avait pas prévu dès le début. C'est peut-être qu'il s'est dit il y a quelque chose il y a un univers à élargir et même ça n'a pas avancé Bah, depuis. Sur le point de vue du potentiel, c'est clair qu'il y a moyen de faire une suite. Mais je pense que vu les enjeux économiques, Oui. pour l'instant, attendons, parce que si ça se plante, évidemment. On connaît les attentes pour ce film parce que le budget est Là, tellement le budget est à élevé. 200 millions de dollars, enfin d'euros, de dollars, c'est un peu globalement équivalent. Donc plus gros le blockbuster de l'histoire du cinéma français. Et les attentes sont assez élevées. Je pense qu'en France, ça doit être à minima le seuil du 5e élément, c'est-à-dire 7 millions d'entrées. Ce qui pour la SF est toujours compliqué, parce que à part le réveil de la force, sinon les autres Star Wars se situent aux alentours de 7 millions, donc il y a une espèce de seuil à 7 millions pour la SF en France. Ouais, il y a juste Avatar qui avait fait 14 millions, Voilà, qui était un peu une anomalie. Et sinon, voilà, le but du jeu, je crois, c'est de conquérir le public américain qui ne connaît pas du tout la franchise Valérian. Déjà, en France, c'est quand même une BD, j'espère ne pas faire hurler les puristes, mais une BD assez confidentielle quand on n'a pas grandi dans les années 70-80, qui a eu une grosse influence sur la SF, mais vraiment, c'est vraiment connu des puristes. Donc déjà, en France, c'est un peu compliqué de placer le film. Donc c'est là où le nom de Luc Besson sera peut-être plus fort que le nom Valérian. Et aux US, c'est un vrai défi aussi d'amener les gens. Mais en tout cas, de toutes les fois où il est passé au Comic-Con, les gens, il y avait un très bon accueil. Ouais. Donc du public américain. Donc en tout cas, on croise les doigts pour que ce film marche bien. Encore quelques questions. Flash, on en a parlé. On va essayer de prendre autre chose que du DC Universe. Le film Harley Quinn, non. Arrêtez avec vos questions sur le Joker, un film sur Deadshot, mais vous êtes complètement fous, les amis. Où en est le tournage d'Avengers 3? Voilà, il y a une vidéo a été publiée hier par Chris Hemsworth. Ouais, où il jouait avec des figurines et avec son marteau. D'ailleurs, c'est la grosse rumeur, c'est que le marteau qui l'a détruit dans Thor 3, il va le retrouver dans Avengers 3. On ne sait pas comment. Non, le tournage est encore en cours. De toute façon, c'est un tournage très très long. On a notre collègue Corentin, donc on salue également, qui avait eu Jeremy Renner en interview à Cannes pour un film qui s'appelle Wind River, et il parlait du tournage d'Avengers 3 en disant que il avait un peu commencé, ça allait en fait durer jusqu'à la fin de l'année, voire début d'année prochaine. C'est un tournage quand même qui est très très long. Et alors, je fais un dernier tour avant de passer à notre grand quiz, vous le savez. Et juste aussi, j'en profite pour vous dire que sur Marvel, soyez avec nous la semaine prochaine, parce qu'on a du lourd. On sera en live avec Tom Holland alias Spider-Man. Et on sera en live avec Kevin Feige, alias Monsieur Marvel, le grand Manitou Marvel. Donc voilà, on va poster d'ici peu sur le site un article où vous pourrez nous envoyer toutes vos questions, parce que là, pour le coup, l'idée, c'est surtout de permettre à Monsieur Marvel de répondre à toutes vos questions de fans. Donc ça sera mardi prochain, à peu près en fin de matinée. Ouais. Et voilà, on promet du lourd. Spider-Man et Monsieur Marvel en live, c'est plutôt pas mal. Très très lourd. Voilà, on espère pendant une demi-heure chacun, en tout cas au moins 20 minutes chacun. Ouais. Et ça pourrait être vraiment chouette. Je vois pas passer d'autres questions.
qui pourrait être pertinent aussi. Allez, une dernière de Phil. Votre avis sur le prochain Predator, même si on n'a pas vu grand-chose. On a vu des photos, simplement. Oui. Il y aura Jacob Tremblay de Room, ça va être rigolo. Voilà, les photos donnent pas super envie. Pour l'instant. Non, mais le casting est pas dégueulasse, donc voilà, je sais pas quoi dire. Une sorte d'avis moyen. Quoi. Ouais, là, il y a Yvonne Strahovski dedans que j'aime beaucoup. Mais c'est plutôt pas plus mal quand un film n'a pas trop de hype. C'est souvent là qu'on Ouais, est surpris. moi je préfère. On en parlait tout à l'heure, la surenchère de photos, d'interviews pour dire ça sera le meilleur film de tous les temps. Moi je préfère quand il se la joue sobre et puis qu'on a une bonne surprise au final. C'est Quand ça on le nous plus dit le important. président de Warner a vu le film, il a trouvé ça génial. Oui, bah, bien sûr. Il a quand Il y a même- le film. Hein. Il est temps de passer au grand quiz, voilà, pour terminer ce Fanzone Live qui vous confronte à notre Team Fanzone ici. Le score, on est à combien? On est à 2-0 pour la Team Fanzone sur la deuxième manche. Ah, c'est bien, donc Ouais. vous allez Ah. peut-être pouvoir Là, on a la pression là. rectifier ça. Hier, nous fêtions un anniversaire, nous fêtions les 70 ans de Robert Englund. Robert Englund, inoubliable Freddy Krueger. Donc normalement, il va apparaître dans les petits écrans ici, notre ami Freddy. Donc voilà, j'ai décidé de célébrer ça déjà en vous donnant quelques petites infos sur Freddy Krueger. C'est toujours bon à prendre, vous pourrez briller en société. C'est un personnage donc que vous connaissez, le visage brûlé, des griffes, qui vient tuer les enfants dans leurs rêves. Et quand on meurt dans le rêve, on meurt dans le monde réel. En gros, c'est ça le principe de la saga Freddy. Et un personnage qui est devenu iconique du cinéma d'horreur alors qu'il n'apparaît que 7 minutes à l'écran dans le tout premier film. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Robert Englund est devenu très célèbre grâce à ce film, mais dès le départ, le réalisateur Wes Craven voulait plutôt prendre un cascadeur et pas forcément un comédien pour jouer ce rôle. Donc c'est plutôt, on va dire, presque un coup de chance. Et dernière petite info rigolote, les griffes originales du film, donc qui ont été donc dans le film de 84 puis reprises dans la suite, ensuite ont été perdues sur le tournage du numéro 3. Et donc en fait voilà, quelqu'un a chez lui les griffes collector et ensuite elles ont dû être refaites, mais les griffes originales ont disparu. Donc si cette personne les a, on le prie de les ramener. C'est pas chouette. Et donc pourquoi je vous parle de tous ces épisodes de Freddy? Et ben parce que ça va être l'objet de notre quiz. Il faut trouver les titres exacts de tous les épisodes de Freddy. Et je n'autorise pas des à peu près. Hein. C'est Ah genre merde. faut me donner une réponse et il faut que ça soit bon. Et il y a 8 ou 9 films à trouver. On commence par la Team Fanzone, c'est parti. Bah, Freddy contre Jason, Ah, ouais, c'est le déjà, seul. voilà. Voilà, film de 2003, je prends ce film. Très rigolo d'ailleurs. Côté internaute, c'est parti. Alors donc je rappelle qu'on cherche Ah le merde, titre il y a trop- VF le premier c'est celui que je voulais dire. des films de la saga Freddy. Il y a une réponse, ça, mais c'est Il y a celle une que je voulais dire. réponse. Alors j'essaie Ouais. d'effacer mon truc. On a les Griffes de la nuit. Donc ça c'est bon, c'est le premier film, s'appelait Les Griffes de la nuit. Maintenant ça passe du côté de la Team Fanzone. On a le cauchemar de Freddy. Le cauchemar de Freddy 1988, bien joué. Côté internaute, c'est à vous. Et n'allez pas sur Wikipédia, vous n'avez pas le droit de tricher. Hein. Nous, on n'a pas d'ordinateur. Le but du jeu, c'est que ça soit un test de connaissance. Le cauchemar de Freddy, ça vient d'être donné. Freddy sort de la nuit par Phil. Bien joué, Freddy sort de la nuit. Il est où, Freddy sort de la nuit? Oui, c'était 1994, pardon. Est-ce qu'il n'y a pas les griffes du cauchemar? Les griffes du cauchemar. Si, c'est ça. T'es en train de regarder ma feuille ou pas? Bah, bien sûr. Non, moi, je regarde. Donc, bien joué, bien joué, bien joué. Ah oui, bah voilà. Donc maintenant, qu'est-ce il en reste un, Si on 2, gagne 3, cette 4, manche, 5. Il en reste 5. Les griffes du cauchemar, ça veut rien dire, hein, Les au griffes du passage. cauchemar, mais- ça a déjà été donné. C'est- Un sketch des inconnus. Euh, Les dents de la mouche. Les dents de la nuit, les dents de les dents des mouches. Est-ce que ça va être un nouveau point pour la Team Fanzone? Il vous reste la fin de Freddy. Bien joué, Ah, 1991. la Bien fin. joué, Jérémy. J'espère que tu n'as pas été sur Wikipédia. Je te Mais fais est-ce que confiance. c'était la vraie fin de Le Freddy? retour de Freddy. Ah, mais si, bah Alors, si. non, ouais. il n'y a jamais le mot retour. Ouais. Il y a souvent La, le mot cauchemar. la revanche de Freddy. hein. La revanche Ah, de Freddy, 1985. Alors, Donné, là. il en reste 3 à trouver. On l'a déjà dit. Non, Freddy contre Jason, ça a déjà été donné. Est-ce que on va arrêter? Oui, arrêtons. Ouais, J'aime bien. Tout est dit. Au cœur de la nuit, un Je truc leur, comme je leur ça, laisse non encore je leur laisse encore 1 minute. Allez, voilà. Une Il est minute. 13h02 à Une 13h03. minute, ah ouais. Une minute. Mais non, mais ça laisse le temps d'aller sur Wikipédia, ça. Freddy contre Jason, Samuel, ça a déjà été dit. Auré, la fin de Freddy, ça a déjà été dit. Il reste très exactement 2 longs métrages et une série télé. Voilà, je vous donne un Série. petit indice. Parce que j'ai découvert à l'occasion Une de série télé, Il y a ouais. une série télé autour de Freddy. Et est-ce que ça compte le Wes Craven qui a le pull de Freddy dans Scream? Non, ça aurait ça pu. ne compte pas. Mais c'est une très bonne Ah, anecdote. oui, Ouais, c'est c'est vrai. vrai. Oui, Voilà. c'est Wes Oui, c'est Craven vrai. qui joue avec le pull rayé vert et rouge. Freddy sort de la dans nuit, ça a Scream. déjà été dit. Malheureusement, je pense que le Ouais. point va aller à nouveau à la team Fanzone.
vous laisse encore 30 secondes, le temps de placer une petite anecdote. C'est grâce à Robert Englund que Mark Hamill a joué Luke Skywalker, Exactement. parce qu'ils étaient potes de chambre. Bref, en tout cas, Ah oui. Mark Hamill vivait chez lui et il lui a dit tiens, je viens de passer devant un casting, tu serais parfait pour le rôle. Et c'était le casting de Star Wars. C'est plutôt classe. Voilà, comme anecdote. Bah voilà. Ah, Rémi a repris la main. Bien joué, Rémi. Le remake, Freddy les Griffes de la Nuit, Ah oui, 2010. je cherchais le titre. Ouais. Voilà, c'était Freddy les Griffes de la Nuit. Donc maintenant, c'est la team Fanzone qui peut perdre, soit avec une série télé, soit un film. Il en reste que 2. Série télé. Il y a eu une série télé, Une Les série Griffes de télé la en Nuit. 88, de 88 à 90, 2 saisons. Nightmare on Elm Street, la série, je sais pas. The C'est TV pas, series. c'est pas loin, mais non, Auré a trouvé. Je pense que là, pour le coup, le point va aller à nos amis internautes. Ah, C'était bon. Freddy, le cauchemar de vos nuits. Une sorte d'anthologie façon les contes de la crypte. Ah oui, d'accord. Parce que j'allais dire les contes de la crypte, mais je me suis dit. Ouais, le bon, mec voilà. qui a inventé les sinon, titres le devrait film le virer, qui nous hein. manquait, c'était l'enfant du cauchemar. Ouais, d'accord. Ah oui, effectivement, on dirait Damien la malédiction en fait, c'est pour ça. Donc 2-1. Voilà, vous y étiez prêts. Et c'est vraiment parce Alors, que j'ai c'est fait bien durer, battu, et ça, hein. ça permet de maintenir le suspense pour la semaine prochaine. Donc merci à tous de nous avoir suivis. On vous rappelle que Wonder Woman sort dans les salles aujourd'hui. Et c'est bien. On vous rappelle qu'on sera en live la semaine prochaine avec Tom Holland, Spider-Man, avec Kevin Feige, Monsieur Marvel, ça sera chouette. Tueur en série live reprend ce vendredi avec le réalisateur de Mission, qui est une série de science-fiction française très réussie et hyper ambitieuse. Donc ça sera l'occasion avec lui d'évoquer ce projet, l'ASF en France, et puis de savoir comment on monte une telle série dans nos contrées. Il me reste à vous remercier, chers amis. Merci à toi. Merci Merci. à tous de nous être fidèles et à très bientôt. Allez au cinéma, Wonder Woman.